Culture Club, l'émission artistique d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, émission spéciale Eurovision. C'était ce samedi et le vainqueur de cette édition est l'Autriche. La France, avec Louane et son titre Maman, a fini 7e. À cette occasion, je reçois Clément Fleurant, étudiant en journalisme radio et Eurofan. Il était présent sur place pour cette 69e édition. Ensemble, nous allons parler de sa passion pour l'Eurovision, des coulisses, de l'envers du décor et de ce que vous, auditeurs et auditrices, ne voyez pas à la télé. Bonjour Clément. Bonjour Lucas, très content d'être avec vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, dites-nous qui es-tu en quelques mots et ce qui t'anime aujourd'hui. En quelques mots, je suis un Eurofan passionné depuis 2020, c'est-à-dire, alors, un Eurofan, c'est vraiment un grand fan de l'Eurovision. C'est vrai qu'il y a des gens qui regardent chaque année, donc c'est des fans d'Eurovision, mais moi je vais encore plus loin, c'est-à-dire que je regarde les sélections nationales de chaque pays. Du coup, je connais pas que les chansons qui sont sélectionnées pour l'Eurovision, mais aussi les chansons qui ont été du coup non sélectionnées dans leur pays, par exemple. Ah oui, fan absolu. Absolument. Absolu. Absolu. Comment est née ta passion pour l'Eurovision ? Parce que ça fait depuis 2020, mais comment elle est née ? Ouais, c'est de comment elle est née. En fait, j'ai suivi l'édition 2018 et 2019 en tant que juste chaque année, je regardais l'Eurovision en mai. Et à partir de 2019, je me suis dit, faudrait quand même que je creuse un petit peu le sujet. Et ça n'a pas lâché. J'ai commencé avec la sélection australienne de 2020. J'avais une favorite. Pareil avec la chanson l'Ukraine. Qui, du coup, ma favorite en Ukraine en 2020, c'était Jerry Hay, qui a représenté son pays l'année dernière, en 2024. Et depuis, l'autoroute de l'Eurovision depuis 2020. Voilà. Et je compte pas m'en arrêter là. Ton plus beau souvenir depuis que tu suis le concours, ça serait lequel ? Mon plus beau souvenir, j'ai eu la chance de rencontrer du coup Jerry Hay, la chanteuse de l'Ukraine, l'année dernière, en étant à Malmö. Et c'est-à-dire qu'il y a un deuxième souvenir qui me vient en tête, ça s'est passé samedi. J'ai rencontré ma deuxième chanteuse préférée qui n'a pas encore représenté son pays, la Norvège, c'est Elsie Bay, qui a tenté 2 fois de représenter la Norvège, une fois en 2022, une fois en 2023. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de la rencontrer quelques minutes avant le show de la finale, vu qu'elle avait composé la chanson de Chypre cette année. Tu étais sur place cette année ? Exactement. C'était ta toute première fois sur le terrain ou Alors pas ? Non, du coup j'étais à Malmö l'année dernière. Okay. C'est mon deuxième Eurovision, vraie Eurovision on va dire, Eurovision adulte. Mais c'est vrai que je suis déjà allé 2 fois à l'Eurovision Junior, celle de 2021 à celui de 2021 à Paris et celui de 2023 à Nice. Si tu devais choisir l'édition qui t'a le plus marqué en termes d'ambiance, de performance artistique et de ville par exemple, tu choisirais laquelle et pourquoi ? Alors, en termes d'ambiance dans la ville, par exemple, entre Malmö et... Dans la ville et au sein de l'Eurovision Si je dois choisir une édition entre quand je suis allé à Malmö et quand je suis allé à Bâle la semaine dernière, je dirais Bâle. Il y avait une ambiance de folie, il y avait beaucoup de monde dans les rues, tout était décoré avec l'Eurovision. Il y avait même une rue consacrée à l'Eurovision avec plein de drapeaux, etc. Non, Bâle, c'était vraiment... on vivait pour l'Eurovision. Parle-nous un peu des coulisses cette année. Comment ça se passe vraiment en dehors des caméras ? Alors, en dehors des caméras, c'est... vous voyez un petit peu l'Eurovision, c'est vraiment chaque pays concourt. Déjà, chaque chanson de l'Eurovision ne doit pas faire plus de 3 minutes. Okay. Et entre chaque performance, il y a à peu près 50 secondes où ils doivent changer de mise en scène. Et ça, c'est très compliqué. Et j'admire ces gens-là qui changent les mises en scène parce que c'est pas compliqué. Des fois, il y a des mises en scène très, très complexes. Moi, pour y être allé à plusieurs shows, j'ai cru voir que la performance qui était la plus complexe à installer et à désinstaller, c'était celle de l'Allemagne, mais aussi celle de la Lettonie, vu que c'était un rideau de plein de petits fils.
il fallait que les fils tombent exactement au bon endroit pour être rangés, etc. Non, c'est très minutieux, il faut être très minutieux pour ça. Et ça, je trouve ça extraordinaire à l'Eurovision, parce que ça, c'est un truc qu'on ne verra jamais à la télé, vu que... Oui, la préparation, c'est vraiment, quand on est au cœur de l'Eurovision, on voit pas... Il y a, juste pour vous dire, pour un show, par exemple la demi-finale numéro 1, il y a 3 autres shows avant qui sont faits en amont pour que tout soit bien répété, bien calé, etc., bien cadré. Si je me trompe pas, sur place, vous assistez aussi aux répétitions. Exactement. Est-ce que ça change ton ressenti au moment du show final ? C'est-à-dire ? C'est par exemple, si tu vois en avant-première le show de Louane, et quand tu vas le regarder sur le show final comme les spectateurs, t'auras pas le même regard. Ah bah c'est sûr, parce qu'en fait, l'Eurovision, c'est vraiment un show pour la télé. C'est-à-dire que quand tu es dans la salle, tu te rends pas compte. Et en fait, par exemple, une chanson qui va être très pop, qui va bouger beaucoup, on peut se dire dans la salle que la mise en scène est un petit peu fade par rapport à la chanson. Mais ce qui fait aussi la beauté de l'Eurovision, c'est les plans caméra. Ouais. Et qu'on ne voit pas dans la salle parce que... du coup, sinon, ça gâcherait un petit peu le délire. Il y a des écrans quand même pour les spectateurs qui sont tout en haut, mais ils s'éteignent parce que certaines fois, il y a certains plans où on peut voir l'écran dans la caméra. Du coup, à ces moments-là, les écrans s'éteignent. Du coup, on ne voit pas qu'il y a d'écran. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si. Et quand là, vous avez parlé de ce que les spectateurs voient avec les caméras et tout, mais qu'est-ce que tu vois quand t'es pas à la télé, quand t'es sur place pendant le show final? Qu'est-ce que je vois? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vois? Quand on regarde l'Eurovision à la télé et quand toi tu le regardes sur place, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui va avoir tous les techniciens des côtés, etc. Parce que par exemple pour une mise en scène, pour beaucoup de mises en scène d'ailleurs, il y a le caméraman, mais il y a aussi quelqu'un qui porte une lumière pour que le chanteur soit assez bien éclairé, parce que sinon on le verrait pas. C'est très complexe. Il y a beaucoup de gens sur le plateau, même si on pense que ils sont que 6, parce que à l'Eurovision, on n'a pas le droit d'être plus 6 sur la scène. Mais en vérité, il y a beaucoup plus de gens parce que il y a les caméras, il y a au moins 2-3 caméras des fois en même temps pour qu'il y ait plusieurs plans. Et il ne faut pas qu'on voit les caméramans parce que sinon ça gâcherait un petit peu l'expérience. C'est ça. Ça paraît très compliqué. De plus en plus cadré. Mais est-ce que en dehors des shows, quel type d'événement as-tu pu vivre durant cette édition? Alors, à l'Eurovision, il y a aussi, pour les fans, quelque chose qui s'appelle l'Eurovillage. C'est un endroit où on peut... Allez, il y a tout. Il y a des petites boutiques Eurovision avec de la marchandise Eurovision. J'ai acheté 2-3 trucs. Je vous cache pas. Mon porte-monnaie a mal. Mais il y a aussi des trucs pour boire des verres, etc. Et on a aussi l'Euroclub. L'Euroclub, c'est après les shows, donc à partir de 23h. C'est un endroit où certains artistes vont chanter des chansons, et pas des artistes de l'édition, mais par exemple, moi je suis allé à l'Euroclub lundi 12. Je ne me souviens plus de la date. C'est trop loin déjà tout ça. Je suis fatigué. Lundi 12, il y avait par exemple le candidat lituanien qui a chanté quelques de ses chansons, John Steers de 2021 pour la Suisse et Jerry Hay pour l'Ukraine de 2024. Ils ont chanté quelques de leurs chansons, pas que celles qu'ils ont chantées à l'Eurovision, mais aussi de leur carrière personnelle. Et ça, c'est des trucs que vous ne verrez jamais en caméra, puisque c'est même pas filmé, c'est vraiment un truc pour les fans. Et c'est accessible à tout le monde? Ou il faut une invitation particulière? C'est un concert, donc il faut payer, mais c'est accessible à tous les fans, oui. Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué cette année? Est-ce que tu as une petite anecdote à partager? Qu'est-ce qui m'a particulièrement... Alors attendez, je cherche dans ma tête qu'est-ce qui...
J'ai vécu mon premier show en finale, de la demi-finale en direct. C'est-à-dire que ce que je voyais de mes propres yeux, c'était diffusé. De base, l'année dernière, quand je suis allé à l'Eurovision, c'était que pour les répétitions, parce que l'Eurovision, c'est assez cher. Les places sont assez chères. Là, j'ai eu la chance d'y être allé pour la première demi-finale. Et c'était très marquant de voir les résultats en direct dans la salle. Ouais. Ta chanson préférée de cette 69e édition? Alors, j'en ai plusieurs. J'ai la Finlande, oui. Malte. L'Autriche aussi, qui a gagné, qui a une super voix opéra, je trouve. Mais celle qui m'a le plus marqué, c'est la chanson de la Suisse. Et je pensais qu'elle allait gagner, mais bon, 0 point en public, ça fait mal. C'est une chanson qui me rend très émotif. Et surtout, c'est une chanteuse que je connaissais depuis déjà 2 ans. Et je voulais qu'elle représente la Suisse déjà l'année dernière. Bon, ça l'a pas fait, mais cette année, ça l'a fait. Et j'étais très heureux, du coup, de la voir en direct chanter comme ça. C'était incroyable. La réaction la réaction des spectateurs au moment du show de Louane, qu'est-ce que ça a été? Écoute, beaucoup de gens nous disaient la France va gagner. Beaucoup de gens disaient que la France allait gagner. J'y croyais aussi, parce que la chanson est extraordinaire. La mise en scène était particulièrement bien pensée, avec ce sable qui tombe. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais ce n'est pas du sable, mais du liège. Voilà, c'est du liège. Et en fait, malheureusement, 50 points du télévote, c'est pas assez pour gagner, même si elle était 3e du jury. Mais 7e, c'est quand même une très très bonne place. Dites-vous que y a 26 finalistes, 7e, il y a 19 ou 18 chansons qui sont derrière elle. Donc, franchement, c'est quand même très très bien. Moi, je suis très fier que Louane ait représenté notre pays avec une si belle mise en scène et une si belle chanson. Pour finir, un petit jeu en mode éclair. Oula là là là. Une question, 2 choix, une seule réponse. Et surtout, dis-nous pourquoi ce choix. Ok. Slimane ou Louane? Louane, parce que la chanson est très émotive et j'adore le fait qu'elle ait mis sa fille à la fin de sa chanson. C'est un truc qui est peut-être anodin pour certains, mais je trouve que ça élève la chanson à son maximum. Évidemment, ou Roi? Évidemment, au Roi. J'aime les deux. Je sais pas choisir entre les deux parce que, évidemment, il y a ce côté très dansant. Roi, c'est aussi, c'est une des chansons que j'ai suivies beaucoup avant l'Eurovision. Je saurais pas choisir. Vraiment, je suis désolé, Lucas. Joker. Pop ou R&B? Pop. L'R&B ne marchera pas à l'Eurovision. Rihanna ou Beyoncé? Rihanna ou Beyoncé? Rihanna ou Beyoncé? Je me souviens plus qui. Je vais dire Rihanna. Voilà. Parce que je me souviens d'un titre. Beyoncé moins. Je suis pas très musique d'artistes très connus. Je suis plus des artistes qui sont inconnus un petit peu dans chaque pays du monde. Je suis pas beaucoup les grands artistes, Taylor Swift, Selena Gomez, etc. Américains, non. Sauf Billie Eilish. Pardon. C'est quoi ton chanteur préféré du coup? Mon chanteur préféré ou ma chanteuse? Ou ta chanteuse? Ma chanteuse préférée, j'en ai 2, c'est Jerry Hay et Elsie Bay. Donc Jerry Hay, elle est ukrainienne, elle a représenté son pays l'année dernière, elle avait tenté 2 fois l'Eurovision avant, en 2020 et en 2023, et Elsie Bay, elle a tenté en 2022 et 2023. Okay. C'est pour ça que c'est 2 moments qui me marquent à l'Eurovision, parce que je les ai vus, et c'est incroyable. D'ailleurs, mon fond d'écran, c'est vraiment moi avec Elsie Bay et son petit ami qui est le compositeur de la chanson qui a gagné l'Eurovision l'année dernière, The Code de Nemo. Donc voilà, c'est un fan absolu. Exactement. Jusqu'au bout. Et l'année prochaine, j'irai en Autriche aussi. Voilà. Rendez-vous l'année prochaine. Exactement. Merci encore à toi. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve prochainement sur les ondes d'UGOP Radio. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. À très vite sur UGOP Radio, la radio du 12.
Culture Club, l'émission artistique d'UGOP Radio.